mois d'octobre uniquement, parce que si vous voulez jouer à la loterie Visa ou au Visa de participer au programme, c'est à partir du mois d'octobre, entre octobre et novembre, le programme est lancé officiellement par le département d'État. Vous avez beaucoup de, de fausses informations qui circulent tout au long de l'année qui vous disent participez à la loterie de la Green Card, faites ceci, vous recevez des messages dans vos boîtes. Ça ne vient pas du département d'État. Le seul programme du département d'État pour la loterie, c'est à partir du mois d'octobre qu'il est lancé. Vous verrez ça sur nos sites. Donc, octobre à novembre, vous vous inscrivez et vous attendez. Vous vous inscrivez comment? Beaucoup d'entre nous vont vers des cybercafés ou se mettre entre les mains de facilitateurs, en guillemets, qui, à la fin, vous gardent vos chances ou ne vous permettent pas de partir. Donc, on vous dit, vous pouvez jouer à partir de votre téléphone portable, de votre ordinateur portatif ou même au bureau ou chez vous à la maison. Vous pouvez jouer vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un pour le faire. Vous allez sur le site, vous avez de l'aide visuelle même pour voir comment remplir le formulaire jusqu'à la fin. Et quand vous finissez, vous avez une page de confirmation qui que vous devez imprimer et que vous gardez jalousement parce que c'est le seul moyen aujourd'hui que vous ayez pour pouvoir savoir si vous êtes sélectionné ou pas. Si vous perdez cette fiche, c'est fini. Le département n'a aucun moyen de vous aider à retrouver vos résultats. Parce que vous devez retourner sur le même site où vous avez participé, rentrer l'information de ce formulaire que vous avez gardé à la fin, rentrer l'information pour pouvoir savoir si vous êtes sélectionné. Et si vous l'êtes, tant mieux. Vous pouvez maintenant suivre, on vous redirige vers un autre site où vous avez les renseignements pour savoir ce que vous devez préparer. Vous soumettez votre formulaire. Pour les résultats, c'est autour du mois de mai, pas avant. À partir du mois de mai, vous avez vos résultats. Et à partir de ce mois, on vous demande tout de suite de remplir un formulaire de demande de visa que vous envoyez en ligne et vous patientez. Comme on l'a dit, c'est des nombres de visas disponibles chaque année. Pour le Togo, je crois en 2018, il y avait 1667 visas qui étaient accordés au Togo. Mais malheureusement, nous n'avons que généralement autour de 500, selon les chiffres qu'on a. Oui, en 2017, 504 visas qui ont été accordés. Ça veut dire que... Pourquoi? Oui. Dites-nous comment on doit faire pour consommer les 1667. Oui, il faut dire que c'est un programme, comme on le dit, vous jouez. C'est la loterie, c'est pour ça qu'on l'appelle la loterie. Tout le monde y joue sans regarder les instructions. Il faut voir les instructions, il faut être éligible. Donc, il faut par exemple avoir le bac, au minimum avoir le bac, et en jouant par exemple, mettre tous vos membres de famille. Parce qu'une fois que vous avez gagné, ou une fois que vous avez joué, c'est une machine qui va vous tirer au sort, et la machine ne saura pas si vous avez le bac. Si vous avez rempli correctement votre formulaire, vous avez mis tous vos membres de famille, époux, épouses légales, vos enfants biologiques ou légalement adoptés. Et légal veut dire l'époux secondaire aussi? Non, du tout. La polygamie est interdite aux États-Unis. Donc c'est juste l'épouse que vous avez eue devant un officier d'état civil. Donc si vous pouvez toujours passer l'étape de la sélection, mais ne pas être éligible pour le visa. C'est pour ça que nous avons environ 1600 visas, mais peut-être 500 personnes qui vont partir pour le Togo. Donc, voilà. Merci beaucoup, applaudissez. Voilà. Certains ont commenté que c'est une façon nouvelle, moderne, d'aller en esclavage. C'est volontaire, c'est individuel. On décide soi-même. Ce n'est pas comme du temps, on part ou rafle dans les zones que vous connaissez, les marchés. On vous amène dans les coins comme à Porto Seguro ou à Limagna. On vous fait faire le tour du puits pour vous faire effacer les choses de la tête. Et puis vous partez ou en retournant. Aujourd'hui, le monde est un marché globalisé. Si vous avez envie d'aller, vous souscrivez. N'allez pas faire du tapage devant les États-Unis, l'ambassade, tout simplement, parce que vous avez vendu tous vos terrains pour payer les droits de départ. Non remboursable, s'il vous plaît. Il y a des drames, hein, il y a des fois,
vous pensez avoir fait un enfant biologique. Et quand on fait la comparaison de la règle de sang, voilà, on se rend compte que ce n'est pas votre vrai enfant. Il semble qu'après, quand vous faites les pré-inscriptions, à quelle période, c'est compliqué les visas. Bon, mais pourtant, dernièrement, vous avez augmenté. Bon, lui n'est pas français, mais il travaille pour la France. Et vous avez augmenté encore les frais d'inscription, etc. Comment on part? Est-ce qu'on finit? Est-ce qu'après, c'est M. Stéphane Busignol de l'OFI qui prend le relais pour nous faire revenir à Lomé avec comme Viaco, avec emploi garanti et insertion quelque part? Comment ça se passe pour les études? En tout cas, à l'ANEPE, de nous avoir donné l'opportunité de partager, en tout cas, les démarches pour aller faire les études supérieures en France. Alors, donc, pour aller faire les études supérieures en France, désormais, il y a un opérateur français qui s'appelle Campus France, qui est une agence qui accompagne toute la mobilité étudiante. Donc, Campus France est sous tutelle du ministère français des Affaires étrangères, et du ministère français de l'enseignement supérieur. Et Campus France, dans les pays de départ, a mis en place pas mal d'espaces. Donc les espaces Campus France, qu'on les appelle, donc les espaces Campus France sont logés au sein des instituts et sous tutelle de l'ambassade de France. Donc l'espace Campus France du Togo est au sein de l'Institut français et en même temps à proximité du service de coopération. Puisque dans la procédure de Campus France, c'est le chef du service de coopération qui est le dernier à mettre un avis sur le projet d'études de l'étudiant. Alors, comment ça se passe, Campus France? Depuis 2016, novembre 2016, nous avons réussi au Togo à mettre en place la procédure que nous appelons la procédure études en France. Les candidats l'appellent communément procédure Campus France. Alors, cette procédure, elle est mise en place dans une trentaine de pays et c'est géré par une équipe dont moi je suis responsable au niveau du Togo. Alors, qu'est-ce que l'espace Campus France apporte aux candidats en désir de mobilité vers la France? Nous leur apportons de l'accompagnement. Dans l'accompagnement, nous mettons bien évidemment l'accueil, nous mettons également l'information, nous mettons aussi du conseil, de l'orientation également. Alors, l'information, comment est-ce qu'on la passe? Nous organisons à la veille des inscriptions dans les universités françaises ce qu'on appelle des sessions d'information. Donc, chaque semaine, les mardis c'est de 15h à 17h, il y a un collègue qui anime la session, qui explique toute la procédure. Et les samedis, de 10h à 13h, nous animons également une session d'information. Donc ça nous fait banalement une cinquantaine de sessions, de novembre jusqu'à mars. Voilà. Donc, par exemple, pour la rentrée prochaine, la rentrée de 2019, nous avons démarré la procédure en novembre 2018. Et le 27 mars, la semaine dernière, nous avons clôturé les inscriptions. Alors, la procédure est réglementée par un calendrier. Et donc, le calendrier permet aux candidats, selon leur profil, de savoir à quel moment il est autorisé à postuler, à envoyer son dossier de candidature sur la plateforme. Et c'est une procédure totalement dématérialisée. Ça veut dire que c'est l'étudiant lui-même qui se prend en charge. L'étudiant doit avoir les prérequis, au moins un minimum, de savoir manipuler l'informatique. Ça veut dire qu'il doit savoir créer son compte, le renseigner avec des justificatifs. En termes de justificatifs, puisqu'on parle de l'enseignement supérieur, c'est à partir du bac. Donc, il commence par l'année du bac et il justifie chaque année. Si vous avez par exemple le bac en 2010, de 2010 à 2019, il faut que vous expliquiez tout votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2010? Et essentiellement, dans cette procédure, comment ça se passe? Le candidat, il crée son compte. Donc avec les informations personnelles, son nom, prénom, avec une pièce d'identité. Une fois que c'est fait, on lui demande de compléter son parcours et les diplômes qu'il a pu avoir durant son parcours d'études. Et une fois qu'il met ces informations, on lui demande maintenant
une motivation. Pour chaque choix, il y a un panier de formation. Cette année, ils ont eu la chance de choisir jusqu'à 7 choix. Ça veut dire que selon ton projet d'études, tu as la possibilité de choisir 7 formations dans les universités, dans les établissements connectés. Et pour ce faire, il y a un panier, il va aller choisir les formations souhaitées et il va soumettre son dossier à Campus France. Une fois qu'il soumet le dossier à Campus France, ça veut dire que les agents de Campus France ont maintenant l'autorisation d'aller toucher le dossier. Sans que le dossier ne soit soumis, on va pas le toucher parce que suppose que le candidat il est en train de concevoir encore son projet. Et donc quand c'est soumis, on va commencer par traiter le dossier et on va lui demander d'aller payer les frais de gestion qui s'élèvent à 65 000 francs au Togo. Donc les 65 000 francs, une fois que c'est payé, la banque nous envoie un pupitre comme quoi tel candidat a payé ses frais de dossier et on valide son paiement et on commence par finaliser le traitement de son dossier. Une fois que le dossier est traité, on va programmer un entretien pédagogique. Donc c'est cet entretien-là qui est très important pour évaluer le projet d'étude du candidat. Donc il va rencontrer pendant 20 à 30 minutes un conseiller de Campus France qui va lui poser des questions sur sa motivation, pourquoi il veut aller étudier en France, pourquoi ses chaînes de formation et qu'est-ce qu'il pense faire après ces formations, c'est quoi son projet professionnel. Donc le candidat doit pouvoir, en tout cas, avoir les arguments possibles parce que à l'issue de l'entretien pédagogique, il y a une synthèse qui est faite. Et c'est cette synthèse-là qui va permettre à l'université de décider de l'accepter ou pas. Donc on informe les candidats comme quoi il faut avoir une motivation suffisante. Et avant même de rentrer dans la procédure, il faut avoir un niveau suffisant, puisqu'il s'agit d'une candidature à l'international. Donc la France est le 4e pays qui accueille chaque année plus de 300 000 étudiants. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est premier dans son parcours au Togo n'est pas forcément premier à l'international, parce qu'il est en concurrence avec d'autres étudiants qui ont peut-être un niveau beaucoup plus supérieur. Donc la chance est réduite quand tu postules à l'international parce que le nombre est déjà élevé et les universités prennent souvent les meilleurs. Donc ils se basent sur le niveau académique, les matières de base, pour voir quel est le niveau, est-ce qu'ils travaillent bien dans ces matières-là. Alors donc à l'issue de la procédure, une fois que l'entretien est terminé, le candidat, en tout cas les universités sont maintenant autorisées à traiter en commission pédagogique le dossier de l'étudiant en lui envoyant une acceptation ou un refus et en motivant justement qu'est-ce qui fait que la candidature n'a pas été retenue. Donc, une fois que l'étudiant est accepté, il revient nous voir pour qu'on puisse l'accompagner à aller faire son dossier consulaire, à monter son dossier consulaire. Donc, on les accompagne jusqu'au consulat pour sa demande de visa, comment il doit monter le dossier pour qu'il n'ait pas un refus de visa. Et quand il a le visa, on réorganise une session de préparation au départ. Parce que c'est bien beau de rêver d'aller faire les études en France, mais il y a quand même des réflexes qu'il faut avoir, il faut se préparer. Il ne faut pas partir comme, voilà, on ne part pas comme ça en France parce qu'il y a des réalités qui ne sont pas les nôtres. Donc il faut sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs sur comment ils peuvent s'intégrer facilement en France en faisant des études et aussi à côtoyer les Français. Donc au-delà de ces sessions de préparation, au départ, on les invite à rejoindre le réseau France Alumni, qui est un réseau des anciens, qui est un réseau très développé depuis 2014. France Alumni regroupe des centaines de milliers d'étudiants internationaux, c'est dans plusieurs langues. Donc tous les étudiants qui ont validé un diplôme français, tous ceux qui ont validé un diplôme français, peuvent s'inscrire sur cette plateforme. C'est vraiment une plateforme formelle, ce n'est pas un réseau informel qui est vraiment réglementé et qui permet d'avoir plusieurs avantages. Aujourd'hui, il y a le visa de circulation. Quand tu fais tes études en France et que tu reviens dans ton pays, tu veux repartir, le visa de circulation qui a été mis en place grâce au président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou en décembre 2017
permet à tous qui ont fait un diplôme français de repartir en France quand ils le veulent sur une longue période. Voilà. Donc ça c'est aussi important pour ceux qui ont fait des études, qui travaillent au pays et qui se disent que les parents viennent chez moi ou bien les étudiants viennent dire nous voudrons un visa étudiant, visa pour étudier aux États-Unis. Et il y a tout un processus pour arriver au visa étudiant. Mais la question qui se pose, pourquoi voudrions-nous aller étudier aux États-Unis? Les gens répondent que parce que ils veulent travailler dans les organismes internationaux. Ils ont un parent qui travaille ici et là. Et là, ça se justifie. C'est en cela que pour étudier aux États-Unis, on a un objectif clair, on sait ce qu'on veut faire pour sa carrière future. Et nous sommes là pour assister les étudiants ou toute personne qui veut étudier aux États-Unis. Nous avons un centre à l'ambassade des États-Unis qui s'appelle Centre de conseil académique dont je suis le responsable. Et nous sommes dans plus de 170 pays localisés dans les ambassades. Et notre travail est de donner des informations justes et non biaisées. La première information, ou bien la première assistance qu'il faut donner à quelqu'un, c'est de l'aider à définir ce qu'il veut faire. Et nous accompagnons les étudiants, ou tous ceux qui veulent aller, ou bien les professionnels, à définir leur carrière future. Et ça s'intègre dans le développement de la nation, de votre pays, et dans le développement international. Donc un étudiant qui serait admis dans une université américaine doit avoir cette propension, cet engagement à développer, à changer quelque chose dans sa communauté ou sur le plan international. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape constitue à financer les études. Les études aux États-Unis, je le dis... Ça coûte cher, vous allez me dire. Non, pas cher, mais relativement cher. Relativement cher. Bien sûr, relativement cher, mais quand vous savez vous prendre, vous pouvez aller étudier aux États-Unis, même pas payer un seul franc. Il y a des programmes. Donc, vous vous préparez. Vous allez prendre des tests d'anglais, vous allez faire des tests. Ceux qui veulent faire la licence vont faire un test, des tests standards qu'on appelle. Il y a des possibilités de financement au besoin. Un parent qui veut envoyer ses enfants aux États-Unis, il voit sa capacité et il voit l'école. Est-ce que cette école a des fonds ou bien des aides financières? Il y a des aides financières au besoin. L'école coûte peut-être $20 000 par an. Le parent a $10 000, il donne les preuves, l'école peut, l'institution peut vous aider à envoyer votre enfant et les $10 000 seront supportés par cette institution. Voilà la première étape. Il y a des étudiants qui sont réellement dans le besoin. Tout ce qu'ils ont, c'est la tête. Nous, on les assiste. Nous avons un programme que nous appelons Opportunity Fund Programme. Là, c'est des enfants, des étudiants qui travaillent bien à l'école, même depuis déjà le lycée, première, seconde, terminale, on les recrute. Nous payons tout pour eux. N'oubliez pas que pour étudier aux États-Unis, c'est l'anglais, c'est des tests qui ne sont pas dans le Togolais commun n'est pas familier. Donc on les prépare à pouvoir prendre ces tests et ça a un coût. Nous payons tout pour ces étudiants. Mais eux, ils doivent faire tout pour avoir une bourse entière dans les universités américaines. Et nous en avons aujourd'hui des Togolais qui sont dans les grandes universités qui coûte $56 000 par an. Comment s'appelle la Togolaise qui est Harvard, dont le père est ministre, on m'a dit. C'est-à-dire revenu modeste, pas comme M. Moussou. Et qui est maintenant à Harvard, pour lequel je vais faire attention pour lui préparer le meilleur emploi, pour qu'elle revienne. On m'a soufflé un nom, mais je n'ai pas le nom. Oui. Il y a la bourse Fulbright, il y a la bourse Humphrey, un responsable d'une unité dans un service, on peut l'envoyer faire 10 mois, et tout ça c'est payé à 100% par le gouvernement. Il peut aller faire 10 mois dans un domaine précis et revenir. Il y a les bourses qu'on appelle les bourses de recherche pour les universitaires, je dis, les enseignants à l'université qui veulent aller faire 10 mois, on les envoie à le faire. Voilà, il y a les bourses scolaires, il y a les bourses sportives, comme quelqu'un qui joue bien au football peut obtenir une bourse. Il y a des bourses assistantship, vous pouvez aller aider un enseignant aux États-Unis et puis obtenir la bourse et on vous paie. Il y a des bourses, bon, vous travaillez sur le campus. Aux États-Unis, il y a du travail pour tout le monde sur le campus. Après avoir fait tout ça, vous choisissez, vous envoyez vos dossiers. Et il y a quoi? Les dossiers sont envoyés, analysés,
et vous avez le retour. Quand vous avez le retour, on vous envoie un document qu'on appelle I-20 et c'est en ce moment que vous allez vous diriger vers tous ceux qui m'ont vu aujourd'hui. Ils peuvent toujours venir à l'ambassade et dire qu'ils m'ont vu et ils veulent me voir. Ah. Et il y a une liste, ils mettent leur nom et puis ils disent Forum de l'immigration, Canal Olympia, je vais moi-même les appeler. Ah, applaudissez. Oui, c'est ça. Alors, si vous n'arrivez pas à venir là-bas, vous allez en ligne, vous cherchez l'ambassade des États-Unis, contact, je ne vais pas donner, vous allez trouver en ligne, contact, ça y est là-bas, vous appelez. Quand vous appelez et vous demandez le conseiller académique, on va vous diriger vers moi, je prends tous vos contacts et je prends vos noms et vous allez venir me voir. Je vais passer au moins 15 minutes avec vous pour discuter de votre carrière future en termes d'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie tout d'abord pour l'honneur que vous nous faites en nous associant à ce grand forum. Vous savez, tout récemment, avec le gouvernement Place 2, les attributions du ministère des Affaires étrangères ont été renforcées. Et disons, un regard particulier a été porté sur la protection des Togolais de l'extérieur. Cette révision des attributions nous amène à mettre en place une feuille de route pour mieux assister nos compatriotes de l'extérieur. Cette feuille de route qui répond donc à une vision portée par les plus hautes autorités se décline en 3 axes principaux qui eux-mêmes se subdivisent en 10 objectifs. Et ces 10 objectifs se déclinent en une vingtaine de projets, dont un projet phare qui ne parle pas donc, du Forum pour l'emploi international, mais du Forum économique des Togolais de l'extérieur. Pour revenir à ces 3 axes stratégiques, je vais les citer nommément. Le premier axe fait référence à la valorisation du capital économique et humain. Le second axe traite de la communication entre le gouvernement et la diaspora. Et le troisième axe parle un petit peu de l'amélioration de la protection et de la défense des Togolais de l'extérieur. Je voudrais alors insister un petit peu sur le troisième axe, l'axe qui nous parle de la protection et de la défense des Togolais de l'extérieur, puisque c'est cet axe que nous travaillons avec la NPE, un axe qui nous permet de regarder de très près les conditions donc, de vie et de travail de nos compatriotes qui sont candidats à l'emploi à l'international. Et cette disposition donc, nous permet ici d'identifier donc, avec l'aide de la NPE donc, les pays demandeurs de main-d'œuvre. Et ensuite, donc, d'identifier également les pays donc, de non-respect du droit des travailleurs. Et après ces 2 éléments, donc, il nous faudra maintenant mettre en place une stratégie donc, avec les secteurs concernés en vue d'entamer ce que nous appelons des négociations sur le plan diplomatique pour parvenir à des accords bilatéraux. Donc après les négociations de ces accords, donc, nous allons avoir procédé à la signature de ces accords. Donc la feuille de route, voilà, donc brosser très rapidement cette feuille de route. Est-ce qu'on a balisé le chemin? Il y a eu des drames au Liban, pour nommer le Liban, oui. Dans le Golfe, il y a des drames. Mais le gouvernement a accompagné la NPE et en novembre dernier, nous avons négocié avec Immigration Québec. Nous avons fourni la documentation avec l'appui de l'ambassade du Togo à Ottawa. Et Inch'Allah, avant la fin de l'année, nous allons signer un protocole d'entente entre Immigration Québec et la NPE pour le compte du gouvernement.
sous la supervision bien sûr de nos ministres. Ceci permet de faire partie très régulièrement sur les emplois qui sont sollicités dans les secteurs que vous connaissez déjà de façon sécure. Mais avant ça, l'après-midi, vous allez suivre, Dr Kouvaïe va vous dire, les métiers, il m'a même dit qu'on cherche des coiffeurs. Est-ce que nos coiffeurs de rue là ont attrapé une fois les cheveux d'un blanc? Je ne sais pas. Mais il nous dira le soir, comment est-ce qu'on part pour le Canada? Ils font partie des gens. Quels sont les diplômes qui sont déjà homologués, disponibles dans quel établissement? Voyez-vous? Donc nous avançons rapidement. Donc dites à nos frères de la diaspora, ils nous envoient beaucoup d'argent, ça fait à peu près 10% de notre PIB. Sur le côté politique, on est en train de travailler pour voir à quel moment ils vont avoir le droit de vote. Ils réclament bruyamment le droit de vote, on comprend. Ils vont l'avoir, mais déjà votent pas leur argent déjà, c'est bon. Mais ils auront encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de leur argent? Est-ce que c'est seulement pour les mariages? Et je ferme la parenthèse. C'est pour ça que je reconnais vraiment l'importance de ce que l'ANPE essaie de faire pour le Togo. Et je vous assure que tout ce qui a consisté à aller voir des agences à l'étranger, comme le Canada, les États-Unis, Pôle emploi, je vous assure que c'est la première fois que tout ce travail est fait au Togo. Et il faut que vous reconnaissiez à sa juste mesure ce qui vous est proposé. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on veut positionner vraiment le pays comme un hub où il y a vraiment de l'intelligence que l'on vend à l'extérieur. Jusqu'à présent, le Togo était connu et reconnu comme étant un vivier de talent. Et je vais citer quelques noms qui vont vous montrer à quel point, quand on parle de talent togolais ou d'excellence togolaise, ça a du sens. Le seul Africain qui est dans le plus grand cabinet d'avocats au monde, dans le conseil d'administration du plus grand cabinet au monde qui s'appelle RIX, un des plus grands cabinets américains, est un Togolais. Il s'appelle Pascal Agoïbo. Il vient de quitter le cabinet il y a quelques temps, mais jusqu'à son départ, c'était un des seuls mois dans le monde à figurer dans ce cabinet. Je vais citer encore un autre nom que vous connaissez mieux, qui s'appelle Didier Apeté, et je le cite parce que je veux parler de quelque chose qui vous concerne. Quand on avait créé Afrique Search au départ, on nous avait traité un peu d'esclavagistes, des gens qui ramenons de force les gens en Afrique pour venir rentrer travailler. Et quelques années après, le cabinet Afrique Search est devenu pionnier dans le fait qu'il amène l'expertise africaine pour venir travailler en Afrique. Mais pourquoi je parle de cet aspect retour sur le continent? Parce qu'en fait, il y a un paradoxe que vit notre époque. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Tout le monde considère que l'Afrique, c'est là où il y a le plus de réservoirs de croissance. C'est là où il y a le plus d'espoir. C'est là où il y a le plus de rêves. Et paradoxalement, notre continent est un continent où beaucoup de jeunes sont. Donc l'idée, quand on a décidé d'encourager le retour, c'est de démontrer qu'il y a mieux à faire sur le continent qu'ailleurs. Donc ça, je veux que vous partez d'ici en étant convaincu du fait que même si vous partez à l'étranger, il faut avoir un projet pour rentrer un jour chez soi. Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Et je vous le dis vraiment du haut de mes 33 ans d'expérience professionnelle. On est mieux chez soi. J'insiste là-dessus. Et c'est surtout pour passer un message à tous les jeunes qui vont jusqu'à sacrifier leur vie pour un avenir. Les gens qui ont fait la pièce de dire tout à l'heure, vous ne pouvez pas savoir à quel point ils m'ont touché dans ce qu'ils ont dit. Quand vous essayez de convaincre un jeune Chinois, un jeune Américain, un jeune Japonais de ne pas aller chez lui, vous déployez beaucoup moins d'énergie et de force que quand il faut convaincre un jeune Africain de rester chez lui. Et pourtant, les Américains, les Japonais, les Chinois, ils trouvent leur voie d'espérance, de croissance sur notre continent. Et c'est ce paradoxe qu'on doit changer. Il faut que notre continent devienne la vitrine du monde. Et je vais vous dire pourquoi on doit devenir la vitrine du monde. Dans les années qui viennent, à peu près autour de 2050, on aura la population la plus jeune au monde. On sera la puissance du monde. On sera la force du monde. Si tout le monde s'en va, qui va exercer cette puissance qu'on va avoir demain? Qui va dire au monde, voilà dans quelle direction les choses vont aller? Parce qu'aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux qui sont la puissance du monde, ils ont formé leurs jeunes pour faire ça. Ils ont gardé leurs jeunes pour faire ça. Ils ont fait en sorte que les jeunes Européens, les jeunes Chinois, les jeunes Japonais restent dans leur pays. Donc l'enjeu qui est en cours, ça nous dépasse tous. Il ne faut pas réfléchir simplement par rapport à soi en se disant qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, comment mon pays peut m'aider. Il faut se dire chacun, comme le disait le président Kennedy, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays. Et j'insiste là-dessus, parce que sur notre continent, si nous-mêmes nous ne prenons pas la décision de faire en sorte qu'on puisse exercer la puissance qu'on va devenir demain, on sera esclave. On aura tout ce qu'il faut, mais Internet sera dominé par les Européens. Alors qu'on a le nombre pour dominer Internet.
Si vous avez le nom, normalement, sur Internet, vous pouvez dominer. Si vous avez la culture, vous pouvez normalement dominer les batailles qui vont se livrer demain. On va donner la parole à Lofi en 2 mots, et puis le reste sur les stands. Et vous l'avez vu, la devise, c'est promouvoir l'emploi au-delà des frontières. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on ne peut pas arrêter la migration, on ne pourra que l'accompagner. Donc, en tant que service public d'emploi et également du service migration professionnelle, c'est ce devoir, c'est cette responsabilité-là qu'on se donne en accompagnant. L'accompagnement, en fait, commence par la définition du projet. Généralement, on rêve, on dit on veut voyager pour aller travailler. Travailler dans quel pays, on ne sait pas. On doit être capable, à l'issue de notre accompagnement, de définir le projet, de définir son projet, et ce projet-là vous permet également de mieux vous orienter de par votre projet de mobilité. Lorsque le projet est défini, on vous aide à définir votre projet, on vous aide également, on vous accompagne à faire un bilan. Le bilan est très nécessaire lorsqu'on envisage travailler à l'étranger. Il faudrait faire un bilan de connaissance de soi, les soft skills. Est-ce que vous avez les aptitudes comportementales qu'il faut pour aller travailler au Canada, pour aller travailler en Italie, pour aller travailler en Belgique? Est-ce que, au niveau de votre objectif professionnel, de par votre compétence, de par votre diplôme, est-ce que vous avez l'expérience qu'il faut, la capacité qu'il faut pour aller travailler dans le pays de destination où vous rêvez de travailler? Donc c'est cet accompagnement-là que nous faisons. En 3e lieu, c'est de vous orienter vers les formations. Les informations sur votre pays de destination. Généralement, on connaît le pays, mais il est important de connaître également la ville dans laquelle on aimerait travailler. La ville, les conditions de vie, le climat politique, le climat social. S'il y a des troubles dans le pays de destination, vous nourrissez l'ambition d'aller travailler. Vous ne pouvez pas. Le climat social, les conditions de vie, les conditions de travail. Votre budget financier, c'est également important. Parce que lorsque vous décrochez peut-être un emploi dans un pays étranger, il faudrait que vous soyez capable de vous prendre soin dès les premiers moments de votre arrivée. Donc il est important de voir tous ces aspects-là. La législation du travail en vigueur, c'est important également. Les relations sociales dans le pays de destination. Vous voulez aller, il faudrait vous adosser peut-être d'un parent, d'un concours d'un parent, d'une sœur, d'une tante, si vous n'en avez pas. Quelles sont les conditions ou quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour pouvoir, en tout cas, réussir dans ce cadre-là de votre projet? Donc, merci Monsieur le Directeur Général, merci aux amis de l'ANPE du Togo de nous avoir conviés à cet événement. C'est pour nous une opportunité de pouvoir justement communiquer sur le travail qu'on fait, que ce soit en matière de gestion des procédures d'immigration vers la France, ou que ce soit aussi dans les dispositifs que nous mettons en œuvre avec le concours de l'ANPE pour favoriser la réinsertion des Togolais qui décident de rentrer au pays après un séjour en France. Donc pour faire bref, parce que j'ai compris que la consigne c'était de faire bref, les procédures d'immigration professionnelle vers la France, elles suivent en fait des différentes étapes et que vous devez déjà vous commencer par construire votre projet professionnel. Donc pour la France, il n'y a pas de loterie, hein, clairement. Donc c'est pas les mêmes procédures du tout. Donc l'enjeu, c'est de répondre à un besoin. On parlait, certains intervenants ont évoqué l'adéquation des compétences avec les besoins des entreprises pour partir s'expatrier, travailler à l'étranger. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour le Togo. Donc c'est pour répondre aux besoins des entreprises avant tout. Donc votre projet, il doit se construire autour de ça, c'est-à-dire choisir un cursus de formation
qui vous orientera vers un métier qui répondra aussi à un besoin d'une entreprise. Donc si vous ne répondez pas aux besoins des entreprises, vous n'aurez pas de projet professionnel qui sera en adéquation avec ceux qui pourraient vous employer, donc il n'y a pas de projet migratoire. Donc ça, c'est un élément important. Donc, je le dis parce que on a évoqué les études vers la France, le choix, la construction du projet d'études, il doit se faire en adéquation avec le projet de carrière professionnelle que vous avez. Donc ça, c'est important. Donc dans les différentes étapes après, c'est pas forcément vous qui allez demander à pouvoir partir travailler en France, c'est une entreprise en France, qu'elle soit française ou étrangère, mais établie en France, qui va exprimer le besoin et va faire en sorte que vous puissiez venir. Donc vous voyez, donc, ça part du besoin, hein, ça ne part pas forcément de votre envie de migrer, même si évidemment les deux doivent se connecter à un moment donné. Donc ceux qui veulent partir pour travailler en France, il faut déjà trouver une opportunité de travail en France. Donc, ce qui n'est pas forcément évident, mais effectivement, il y a tout un tas maintenant d'outils, il y a des services, l'ANPE vient de le présenter, des plateformes numériques qui se mettent en place. Donc voilà, il faut déjà trouver l'opportunité, ce qui n'est pas simple, mais ce qui est faisable. Donc à partir de là, effectivement, c'est l'entreprise qui après engage une procédure pour pouvoir vous faire venir. Donc dans cette procédure, il y a différents services administratifs qui interviennent. Pôle emploi a pu évoquer brièvement tout à l'heure. Et c'est surtout les directions du travail en France, les directs dans notre jargon administratif, qui ont des services de main-d'œuvre étrangère qui vont recueillir les demandes exprimées par les entreprises sur votre embauche. Et c'est ces services-là qui vont, au regard du droit du travail en France, de l'état du marché de l'emploi en France, voir s'il est pertinent de faire venir un Togolais en France pour répondre aux besoins de cette entreprise. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est un processus qui n'est pas forcément simple, mais qui est faisable quand on répond aux besoins des entreprises. Effectivement, qui fait le lien entre les différents services français, que ce soit les préfectures en France, que ce soit les directs, la direction du travail que j'évoquais, que ce soit les consulats de France aussi, parce que c'est l'OFII qui transmet au consulat de France ces demandes d'embauche et qui fait nécessaire du coup pour que le visa puisse être délivré pour des raisons de travail. Donc ça, c'est dans le sens Togo-France, pour la mobilité professionnelle. Et comme l'évoquait le directeur général, l'OFII intervient ici au Togo en partenariat avec la NPE et on a cité le cabinet BCGO, de lutte contre l'immigration irrégulière. C'est aussi un outil qui est là pour encourager le retour des compétences au Togo. Donc on a parlé des études en France. De plus en plus de Togolais veulent partir étudier en France, ce qui est une très bonne chose. L'idée après, c'est de pouvoir encourager le retour des compétences pour que ces compétences puissent contribuer aussi au développement du pays. Donc c'est là aussi où l'OFII peut intervenir. Donc on a vu l'exemple de M. Viagbo ce matin, qui est passé par ce parcours-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner une fois que vous souhaitez rentrer au Togo, pour favoriser votre insertion professionnelle, que ce soit à travers un projet d'insertion professionnelle par l'emploi ou un projet d'insertion professionnelle par la création d'entreprise. Donc voilà, on a ces deux outils-là avec lesquels on compose entre la NPE et BCGO qui travaillent ici localement. Donc pour l'aide à la réinsertion par la création d'entreprise, donc ça consiste en gros un appui technique, un accompagnement sur 1 an, ça devrait même pouvoir s'étendre à 2 ans maximum, pour justement accompagner, coacher la personne dans la création et la mise en œuvre de son projet d'entreprise. Donc ça passe par des études de faisabilité, ça passe par l'élaboration d'un plan d'affaires, qui est soumis après une commission, telle que celle que nous avons tenue hier avec le cabinet des CGO et le concours de la NPE, pour qu'on étudie le projet et puis qu'on puisse aussi décider si on va plus loin, donc en fonction de la viabilité du projet, et c'est souvent quand même le cas, attribuer donc une prestation d'accompagnement par nos partenaires locaux pour que la personne puisse être vraiment suivie et coachée pour mettre son projet en œuvre. Donc voilà, donc ça c'est l'outil sur la création d'entreprise. Et le deuxième volet qu'on essaye donc de développer, et M. Viagbo en est le premier exemple au Togo, c'est de pouvoir attribuer une aide à la réinsertion par l'emploi, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément né entrepreneur. Certains vont se former à l'extérieur, souhaitent plutôt trouver un emploi salarié ici. Il y a des besoins, donc il y a des entreprises qui ont besoin de compétences. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir essayer de faire ce lien-là entre les besoins de l'entreprise et les jeunes qui sont partis se former à l'extérieur et qui recherchent une opportunité professionnelle ici.
Donc voilà, là aussi, il y a un accompagnement donc, avec le même cabinet BCGO et la NPE du Togo, pour accompagner la personne dans sa recherche d'emploi. Donc on n'a pas d'emploi, de réserve réservé aux Togolais qui rentrent de l'extérieur. Hein. Je le dis parce que des fois c'est des questions, on nous appelle au bureau en nous disant voilà, je suis à Paris, j'envisage de rentrer, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, nous on ne crée pas d'emploi, clairement. Donc celui qui recherche l'emploi, c'est bien le candidat. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne et que la personne soit au cœur de son projet d'insertion professionnelle. Donc c'est à la personne de chercher son emploi. L'idée est bien de l'accompagner, d'activer les différents réseaux et de le rendre plus attractif au recrutement. C'est là que l'OFI intervient en attribuant là aussi une subvention à l'entreprise qui va accepter de recruter un jeune Togolais de retour. L'Allemagne aussi, on nous a dit qu'on a besoin de nurses. Quand on dit nurse, c'est infirmière, sage-femme. On a besoin d'eux, dans quelles conditions? Monsieur le docteur Kouvaillé, qui m'a dit aussi qu'on peut faire partie des sportifs, parce qu'il est médecin sportif, qui a des besoins là-bas aussi. Le soir, donc, restez avec nous pour les aspects concrets, pour soutenir vos rêves. Et puis on vous dira, aussi à faire, qu'est-ce qu'il faut aller prendre comme formation, même si vous avez un PhD et vous allez partir. Voilà, donc la pause s'impose. Merci beaucoup aux panélistes, merci au public, à bientôt, bon appétit. Je suis Marco Pellegrini de l'Organisation internationale pour les migrations, Bureau du Togo. Aujourd'hui, nous avons accepté avec une grande félicité l'invitation de l'ANPE pour présenter notre vision sur les migrations et en particulier notre très fort support pour une migration sûre et informée et donc régulière. Pendant mon intervention, j'ai présenté donc les activités de l'OIM, qui est effectivement l'agence du système des Nations Unies qui s'occupe des migrations. Et donc nous sommes actifs dans plus de 100 pays. Et donc la vision de l'OIM dans le sens que les migrations sont un phénomène social complexe qui a toujours existé. Et les migrations sont donc un phénomène qui est inévitable, nécessaire et souhaitable si bien géré. Donc j'ai mentionné le fait que inévitablement l'humanité a toujours été intéressée par des mouvements migratoires. Si nous faisons un exemple très pratique, en raison du changement climatique ou des crises naturelles, en 2017, seulement en 2017, nous avons eu 18 millions de migrants. Au monde, nous avons 258 millions de migrants internationaux. Donc c'est un phénomène très accentué et inévitable. La migration est aussi un phénomène nécessaire. Nous voyons que les migrants apportent une valeur adjointe positive aux sociétés où ils peuvent, quand ils peuvent interagir de façon régulière et donc donner leur contribution aux communautés de destination tant qu'aux communautés d'origine. Et finalement, lorsqu'elles sont bien gérées, les migrations sont aussi un phénomène souhaitable pour la société de départ et pour la société de destination. Donc nous voyons par exemple au Togo l'impact très important qu'ont les envois de fonds, ce qui en anglais s'appelle remittances, qui comptent pour environ 8,5% du GDP. Donc nous avons la diaspora, les Togolais, qui envoient plus de 400 millions de dollars par an et c'est en train en croissance. Donc nous pensons qu'il faut maximiser avec le gouvernement le potentiel des apportations de la diaspora pour arriver à accomplir, par exemple, les objectifs très ambitieux qui sont contenus dans le plan national de développement. Finalement, nous avons pu parler des projets d'assistance au retour volontaire et à la réintégration de l'OIM. Effectivement, l'OIM, à côté des autorités nationales et des partenaires financiers, en 2018 a facilité le retour d'environ 260 Togolais.
de plusieurs pays. Le principal était la Libye, effectivement, et le deuxième le Niger. Eh bien, toutes ces personnes ont été assistées pendant les voyages et à l'arrivée. Et beaucoup d'entre eux ont bénéficié d'une assistance à la réintégration. Donc, entre l'année passée et le début de cette année, nous avons réalisé environ 200 activités de réintégration, donc de micro-entreprises pour la majorité, un soutien à l'éducation pour les plus jeunes, un soutien médical et psychologique pour ceux qui avaient besoin, les plus vulnérables. Et donc, nous continuons maintenant avec ce que nous appelons monitoring. Donc, nous sommes en train encore, après plusieurs mois, nous sommes encore en train de rencontrer individuellement toutes ces personnes pour comprendre comment ça marche le processus de réintégration. Je me nomme Sylvie Rachel Heureuse, étudiante en Master Comptabilité et Contrôle à SGIS. J'ai participé au Forum international de l'emploi et j'ai été vraiment très émue par les informations que nous avions reçues ici. Et je suis très contente de participer à ce forum. Nous avons eu de vraies informations par de professionnels qui sont dans le domaine de l'immigration. Ça m'a vraiment intéressée et je pense immigrer à l'étranger pour revenir très fort pour mon pays. Je suis vraiment contente d'assister à ce forum et j'espère que de tels forums se répéteront à l'avenir pour que notre pays soit à la une des informations. Je vous remercie. Ok, moi c'est M. Ametutu Ayaoui Difa. J'ai appris la formation aujourd'hui et le forum aujourd'hui et j'ai pu prendre part dans cette formation. Donc tout ce que j'ai attiré et j'ai appris ici aujourd'hui, vraiment ça m'avantage beaucoup parce qu'il y avait dans les temps passés, il y a certains points qui m'étaient fous sur la migration, sur le Canada, sur la Tunisie et sur la France et autres pays comme les États-Unis et autres. Mais j'avais des points flous. Mais aujourd'hui, on a eu beaucoup de détails avec des experts qui étaient là avec nous, le directeur de RNPE qui était aussi avec nous toute la journée. Donc ça m'a vraiment plu d'avoir toutes ces informations-là. Et là, dans les jours à venir, je saurai comment faire pour pouvoir mettre pied si je vais m'engager pour une migration dans un pays pour aller étudier ou bien continuer mes études ou bien continuer toujours dans mon domaine d'emploi. Donc merci.